Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, ça va être une vidéo review, tout d'abord d'Impact, puis de la Seedling. On va parler d'Impact Wrestling No Surrender, qui était le dernier gros show d'Impact. C'était un show Impact Plus, donc c'est pas un énorme pay-per-view, c'est pas un des 4 plus gros pay-per-view de l'année, mais c'est quand même un pay-per-view pour Impact, quand même un gros show pour Impact, dont je voulais en parler, voilà. Où notamment on avait 4 titres défendus lors de ce show. Donc après No Surrender, je vais parler de Seedling Shinkiba Night du 10 février, qui était quand même un show où il n'y avait pas de titre défendu, certes, mais un show assez important pour Seedling par rapport à ce qui se passe en ce moment entre la Seedling et la Stardom. On rappelle, lors du gros show du Stardom du Budokan en mars, il y aura des affrontements Seedling contre Stardom, notamment Yoshiko contre Mayu Iwatani et Momo Watanabe contre Nanae Takahashi. Et on va commencer tout de suite cette petite review avec No Surrender, donc Impact Wrestling No Surrender. Et l'opener c'était un six-man tag team match, c'était un intergender avec DK, Black Taurus, Crazy Steve et Rosemary contre Tenille Dashwood, AC Romero et Larry D. Ça a duré 8 minutes pour voir une victoire de DK avec Black Taurus qui remporte le match pour son équipe. Euh, Personnellement, voilà, j'ai bien aimé le match. C'était pas dégueulasse, mais c'était un peu en dessous de la moyenne. Moi, personnellement, voilà, j'ai mis 2. C'est personnellement le match que j'ai le moins aimé du show. T'as quelques séquences assez botchées, et surtout à la fin. Alors, à la fin, tu as une séquence à l'extérieur du ring qui est longue, qui est extrêmement longue, et franchement, elle est faite pour rien. Ça amène la fin, certes, mais c'est fait tellement longuement. Ça pourrait être fait bien plus rapidement. C'était vraiment horrible, pas intéressant. La Dashwood, elle veut pas dive, donc Romero la prend et powerbomb au-dessus de la troisième porte jusqu'à l'extérieur du ring. Bah, franchement, la séquence de fin est extrêmement longue et ça m'a vraiment dérangé. Ça m'a vraiment dérangé, voilà. J'aurais pu mettre la moyenne si la séquence de fin avait été bien exécutée, mais là, c'était brouillon. C'est un match un peu botché d'ailleurs, où la gimmick de Denny Dashwood et Caleb with the K n'arrange pas les choses, puisque bon, ils ont continué leur jeu habituel où Denny Dashwood pardon, Caleb with the K prend en photo Tennis Dashwood pendant qu'elle catch, elle fait des pauses et voilà. Ouais, voilà. Voilà, c'était un opener assez loupé de la part d'Impact, mais ce n'était que l'opener, donc moi personnellement ça m'a pas tant dérangé que ça, surtout que bon après il y aura pas aussi mauvais durant le show, le reste sera bon. On va passer maintenant au deuxième match du show, le deuxième match du show qui était un match par équipe. On avait Brian Myers et Hernandez contre Eddie Edwards et Matt Cardona. Et en un peu moins de 10 minutes, c'est une victoire de Brian Myers et de Hernandez avec Brian Myers qui donne la victoire à son équipe. C'était franchement un bon match undercard auquel j'ai mis la note de 2,75. J'ai bien aimé comment ils ont protégé le face-off entre Matt Cardona et Brian Myers. Tu l'as eu assez tard dans le show, dans le match, pardon, le face-off entre Cardona et Myers, qui sont Kurt Hawkins et Zack Ryder du côté de chez WWE, qui étaient en équipe à l'époque. Et ils ont vraiment protégé le face-off pour le faire vraiment à la fin. Et ce face-off était super bon. T'as un hot tag qui est fait, Cardona prend l'avantage très rapidement, il a des moon strikes, tout ça. C'était vraiment très cool de les voir catcher ensemble. Hernandez n'est pas apparu trop, mais heureusement, pour moi, c'est une bonne chose qu'il soit pas apparu trop et qu'il ait laissé la place à Brian Myers, qui a fait vraiment une bonne performance. Et notamment, en termes de selling, Brian Myers, c'était très bon, voilà. Moi, personnellement, je mets 2,75, voilà. Et encore une défaite pour Eddie Edwards, qui s'approche doucement du heel turn, selon moi. C'est ce qui va se passer, c'est ce qui est teasé depuis quelques semaines, voilà. Moi, ça me paraît logique, en tout cas, et j'espère, s'ils font venir Matt Cardona, autant ne pas le faire venir pour rien. J'espère qu'il va y avoir un contrat Myers contre Cardona du côté de Impact. Ça pourrait être très cool en termes d'histoire à raconter. Et du coup, après ce match, on va pouvoir passer à Jake Something, donc anciennement Cousin Jake, qui a décidé de se renommer Jake Something à Impact après la séparation de son équipe avec Cody Deaner. Et justement, il a affronté Deaner, donc anciennement Cody Deaner, qui lui également s'est renommé en ayant rejoint Violent by Design, le clan d'Eric Young, de Joe Doring et donc de Deaner. Et Jake Something a réussi à battre Deaner dans un match de 10 minutes. Et clairement, on a eu le droit à de la bonne action entre Deaner et Jake Something, pardon. J'ai mis 3,25 à ce match. C'était clairement très intéressant avec du bon storytelling où tu peux clairement voir que les deux se détestent. Moi, c'est tout ce que je demande dans ce genre de combat, dans ce genre d'histoire à mener pour un match. Et clairement, ils ont bien montré leur haine l'un envers l'autre. Donc, j'ai apprécié le storytelling où tu as des bons spots. Je suis content que Jake Something
et remporter le match, mais qu'il se soit fait attaquer juste après. En fait, j'aime bien comment Villain by Design, le clan d'Eric Young, essaye de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour faire que Jake Something n'ait pas de moment à lui, de moment de célébration, voilà, où il puisse pas profiter un instant de ce qu'il fait. Et moi, j'ai trouvé ça super cool. Ils l'ont passé à travers une table avec une grosse avalanche powerbomb de la part de Joe Doring, qui était assisté par Eric Young et Dinner. Moi, j'ai trouvé ça super cool. La rivalité continue et c'est clairement pas un problème. Euh, c'est bien amené, bien fait et le booking est selon moi le bon, avec en plus du bon storytelling pendant le match où l'in-ring est clairement pas dégueu, avec notamment des très belles prises powerhouse de la part de Jake Something. Et donc voilà pour ce troisième match du show. On va pouvoir maintenant passer au Triple Threat Revolver match pour déterminer un challenger au championnat X Division, donc soit de TJP, soit de Rui Kraju. On reviendra au match X Division un peu plus tard dans la carte. Alors, je vais vous dire déjà les participants du match. On avait Trey Miguel, Suicide, Blake Christian, Chris B, Devari, Josh Alexander, Ace Austin et Willie Mack. Donc, nous avions 8 participants et le match a duré 22 minutes pour voir une victoire de Josh Alexander. Alors, premièrement, ce sont Trey Miguel, pardon, Suicide et Blake Christian qui ont commencé le match. Moi, j'ai trouvé ça très cool de mettre 3 babyface pour commencer le match, pour intégrer petit à petit des heals. D'ailleurs, le quatrième entrant, c'est Chris B qui va faire un petit bonhomme de chemin puisqu'il va éliminer lui-même Blake Christian. Ensuite, Devari arrive, mais se fait éliminer par Trey Miguel, qui a donc maintenant 2 éliminations. Voilà, il y a un gros running de Trey Miguel. Et ensuite, Josh Alexander arrive. Et en fait, t'as une jambe qui avait été bien workée sur Chris B. Et Chris B se fait travailler la jambe un peu pendant tout le temps où il est là. Et Josh Alexander finit Chris B, il arrive, il finit Chris B, ankle lock, Chris B tape. Et ça, j'ai trouvé ça super intelligent. Voilà, ça, c'est un de mes moments préférés du match, où Josh Alexander a fait du catch super intelligent en éliminant Chris B de ce match. Ensuite, on a Willie Mack qui arrive. Josh Alexander et Trey Miguel arrivent tous deux à l'éliminer. Après 4 minutes, voilà, Willie Mack est resté 4 minutes. Hein, il est pas resté très longtemps, malheureusement. Mais clairement, le finish Alexander, Miguel, Ace Austin était super. Moi, j'ai mis 3,75 au match. Voilà, ma note de 3,75, elle est pour tout le match. C'est clairement, pour moi, c'est le deuxième meilleur match du show. Euh, où un super run babyface de Trey Miguel durant le match, qui se fait mettre over par rapport à sa rivalité contre Sami Callihan, qui est actuellement du côté d'Impact. Hein, si vous regardez les weekly, euh, vous pouvez vous permettre de juger. T'as la rivalité de Trey Miguel contre Sami Callihan, et donc moi, je trouve ça logique, voilà, de voir Trey Miguel avoir ce gros run babyface juste avant d'aller affronter Callihan en weekly ou même en pay-per-view, pourquoi pas, soyons fous. Mais clairement, j'ai vraiment adoré le booking avec une très bonne répartition des faces et des heals. Et où justement dans cette répartition, j'ai trouvé ça super de commencer avec 3 babyface. Personnellement, là, j'ai trouvé ça super de commencer avec 3 babyface et d'intégrer les heals petit à petit pour te dire en gros que t'en as un des trois de toute façon qui va faire un gros run dans le match. Moi, ça m'a paru logique et j'ai trouvé ça bien qu'ils nous disent pas de suite qui ça allait être, même si bon, c'était évident que ça allait être Trey Miguel, mais quoique Black Christian aurait pu avoir un petit run de babyface également. Mais du coup, voilà pour ce match qui est remporté donc par Josh Alexander qui fait la soumission finale sur Ace Austin. Sur Ace Austin, ouais. Non, il fait pas une soumission, il fait un tombé avec un double underhook pile driver. Autant pour moi. Il fait le tombé sur Ace Austin, ce que j'ai trouvé plutôt logique. Voilà, pour protéger Trey Miguel encore une fois. Austin a un super bon ceiling, que ce soit du double underhook pile driver ou des petites choses que Alexander va faire avant pour son offense. J'ai trouvé ça bien, d'ailleurs, qu'Alexander gagne pas avec l'ankle lock, parce qu'à un moment, il va tenter l'ankle lock sur Ace Austin pendant le match, et Ace Austin va réussir à dégager Alexander, parce qu'en fait, Austin, sa jambe, elle avait pas été travaillée depuis le début du match, contrairement à Chris B, qui avait eu la jambe travaillée. Et j'ai trouvé ça cool que Ace Austin ne perde pas sur l'ankle lock d'Alexander, mais plutôt sur son finish tombé, voilà, clean. Et, enfin, même si le c'est clean aussi. Et du coup, voilà pour ce match qui est selon moi le deuxième meilleur match du show et que je conseille bien, 22 minutes, très intéressante. On va passer maintenant au match pour le titre Knockout Tag Team. Alors, on avait Fire and Flava, Kira Hogan et Tasha Steelz qui défendaient les titres contre Avoc et Navea dans un Texas Tornado Tag Team match, donc ne dit que tout, ça a duré un peu moins de 10 minutes pour voir une conservation des titres de Kira Hogan et de Tasha Steelz, avec Tasha Steelz qui donne la victoire à son équipe. Donc, j'ai trouvé que la stipulation a été très bien utilisée pendant le match. Le gros problème du match, c'est que t'as beaucoup de moments très sloppy. Je suis juste content que les championnes Kira Hogan et Tasha Steelz
et conserver les championnats, parce qu'en weekly, elles font clairement du super boulot, mais t'as Nevea pendant le match, elle est super ennuyeuse, Nevea. Oh, c'est chaud. Tu sens qu'elle se fait plus toute jeune, hein, Nevea. Mais, enfin, ça reste un match moyen. Voilà, moi j'ai mis 2,5, ça reste un match moyen, c'est pas dégueulasse du tout. Ça se regarde, mais c'est clairement bien trop sloppy. Selon moi, l'action est bien trop sloppy. Même Kira Hogan et Sasha Steelz avaient un peu de mal à démarrer le match. Enfin voilà, c'était très compliqué en tout cas, même si la stipulation no DQ a été selon moi très bien utilisée avec des spots assez originaux. On va passer maintenant après ce match pour les titres knockout stack sur lequel finalement il n'y a pas spécialement grand chose à dire. On va passer maintenant au match pour le titre X Division entre TJP et Rohit Raju. Et dans un match de 10 minutes 30, Rohit Raju, qui était accompagné par Mahabali Shira, qui a fait son retour à Impact il y a quelques semaines, a perdu contre TJP. Donc TJP conserve son titre, et clairement c'est un très bon match d'exhibition, c'est un très bon match où tu auras un peu de high fly, où tu auras un peu de soumission. Clairement, TJP c'est un super catcheur technique, et le fait que Raju puisse mixer plusieurs styles de catch dans son catch, ça rend le match assez unique. Voilà, personnellement j'ai pris le match comme un match assez unique, et Raju et TJP ont une super alchimie, donc c'est pour ça ils font des matchs entre les deux, mais que voulez-vous, ils ont une super alchimie les mecs, et à chaque fois c'est 3,25 minimum. Là pour le coup c'est un bon 3,25 de ma part, même si je suis plus proche du 3 que du 3,5, honnêtement. euh, j'ai préféré leur précédent match, notamment leur match à Final Resolution, si je dis pas de bêtises. T'avais juste eu un match en weekly euh, en novembre que j'avais pas spécialement aimé, mais sinon voilà, le Rohit Raju contre TJP, c'est un très bon match d'exhibition, ça se regarde facilement. C'est selon moi clairement un des meilleurs matchs du show, honnêtement. Je dirais que c'est selon moi le quatrième meilleur match du show, voilà, puisque je mets les deux derniers matchs du show devant, et puis le triple threat revolver match pour déterminer un challenger au titre X-Division. Donc justement, on aura un TJP contre Josh Alexander pour le titre X-Division. Ça, c'est une affiche qui va m'hyper très fort. Un TJP contre Josh Alexander pour le titre X-Division, c'est une affiche qui envoie du lourd en termes de technique. Je pense que, enfin, je sais pas que je trouve, je pense que ça va être fantastique, et je suis sûr que ça va être fantastique même. TJP, Josh Alexander, d'ailleurs, ils ont un excellent match en janvier 2020. Impact, moi j'avais mis 4, je m'en rappelle. Un Josh Alexander contre TJP qui est de toute beauté. Euh, à l'époque où Josh Alexander avait quelques singles matchs dans les openers d'Impact, et où c'était à chaque fois fantastique. Je me rappelle, j'avais mis un 4,5 contre les héros des Vikingos en janvier là aussi. Et clairement, Josh Alexander contre TJP, c'est une affiche qui ne peut que me hyper. On va maintenant passer au un 6 Women Tag Team Match, donc juste avant les deux gros matchs de championnat de ce show. Le 6 Women Tag Team Match opposait Jazz, Jordan Grace et ODB à Deonna Purrazzo, Kimberly et Susan, qui n'est autre que le nouveau personnage de Su Young ou Suzy. Et ce match a été remporté par Jazz, Jordan Grace et ODB. Un peu moins de 9 minutes, voilà, pour construire malheureusement Jordan Grace en tant que prochaine challengeuse de Deonna Purrazzo pour le titre Knockout. Et c'est là que tu vois clairement que la division Knockout tourne un peu en rond à Impact. C'est vraiment un bon match avec un peu de storytelling, où clairement le personnage de Susan est super bon, super bien fait, super bien utilisé par Soo Young, qui a un talent fou pour utiliser ses personnages de toute façon. Et même s'il y a des moments assez gênants avec le personnage d'ODB, j'étais assez intéressé par la plus grande partie du match. Moi j'ai mis un 3, voilà, ça passait, clairement ça passait, pour calmer un petit peu avant les deux derniers matchs. Pour moi, ça passait, c'était un bon six-woman tag, mais clairement, ODB, pour moi, elle a plus rien à foutre sur un ring, hein. Clairement, malheureusement, c'est, voilà. Même Jazz, hein. En soi, Jazz, ça va corps. Jazz, ça va corps, surtout ODB qui me saoule vraiment. C'est compliqué. C'est compliqué, ODB. Mais, voilà. Purrazzo apparaît pas trop dans le match. Voilà. Elle joue super bien son rôle de heel, qui veut pas trop catcher, qui envoie au charbon Suzanne et Kimberly. Moi, j'ai trouvé ça très cool, personnellement. Et donc voilà pour ce petit six-woman tag team match sur lequel il n'y a quasiment rien à dire, hein. Honnêtement, c'est pour construire, je pense, Jordan Grace vers le titre Knockouts. J'espère que c'est Jordan Grace, parce que j'ai ni envie de voir Jazz, ni envie de voir OTB vers le titre Knockouts. Et donc du coup, on va maintenant passer au match pour le championnat par équipe d'Impact. On avait les Good Brothers qui défendaient les titres contre les Virgus, donc Chase Sabine et James Storm, et les Private Party, Asaya Cassidy et Mark Wayne, qui sont une équipe d'AEW, dans un freeway tag team match.
Et en un peu moins de 14 minutes, on a vu les Good Brothers conserver leur titre. Alors déjà, personnellement, je suis pas du tout content qu'ils se matchent. Enfin, comme vous vous en doutez, voir Private Party arriver à Impact directement dans la title picture juste parce qu'ils ont pas de programme à AEW, ça montre clairement qu'Impact est devenu la poubelle de la AEW et va devenir très bientôt la poubelle de la New Japan puisque David Finlay et Bruce Robinson ont été annoncés pour aller à Impact dans quelques semaines, voilà. Et bah, Impact est devenu la poubelle de la AEW, voilà. Donc les Private Party ont un match de titre par équipe parce qu'ils ont aucun programme du côté de la AEW. Mais franchement, le trio et tag reste excellent. Voilà. Au-delà de ça, les Private Party, ça reste une excellente équipe. Hein, ça, il n'y a pas de souci. Le finish est super intelligent. Les Good Brothers sont montrés super intelligents en tant que champions. Je suis juste un peu déçu que les Birgans ont pris le pin et pas Private Party. Voilà. Donc ça, c'est mon côté un peu protecteur Impact qui me faisait dire ça. Et pour moi, pour le temps qu'il a eu dans le ring, Chris Sabine a fait du très très bon work également. Karl Anderson qui réussit à remporter le match en dégageant Isaiah Cassidy, ou Mark Quinn d'ailleurs, je pense que c'est Mark Quinn même, en dégageant Mark Quinn qui voulait faire le tomber sur les Beer Guns pour gagner le match. J'ai trouvé ça très cool. Voilà, il a laissé Quen faire son finisher et puis il l'a dégagé du ring et il a fait le combat avec Anderson. J'ai trouvé ça super intelligent. Les Good Brothers sont un bon heel work, sont bien montrés et ont été bons tout le match. Donc voilà, j'ai aucun souci. Moi, c'est un bon 3,5 pour moi. C'est mon troisième match préféré du show. Et clairement, les trois équipes ont bien worké. Voilà, les trois équipes ont bien worké. Et c'est le principal. On va pouvoir maintenant passer, après ce match de titre par équipe d'impact conservé par les Good Brothers, au main event du show. Le main event du show était pour le championnat du monde d'Impact Wrestling. C'était Rich Swann qui défendait le titre contre Tommy Dreamer dans un match assez controversé. Voilà, dans un match assez controversé, étant donné que beaucoup de monde disait que Tommy Dreamer devait surtout pas avoir une chance au titre mondial d'Impact parce qu'il est trop vieux. Oh là là, il a une chance juste parce que c'est son anniversaire. Euh, mais le match est super. Voilà, le match est super et fait clairement taire tout un peu les rageux par rapport à Tommy Dreamer qui a une chance au titre. Voilà, ça, je suis content que le match est vraiment super comme ça. J'étais content. Moi, ça m'a pas dérangé du tout hein, de base que Tommy Dreamer ait une chance au championnat du monde d'Impact. Le match est vraiment génial. Moi, j'ai mis 3,75. J'ai vraiment failli lâcher le 4 sur ce Rich Tommy Dreamer. C'est pour moi le meilleur match du show et ça pouvait pas être mieux. Voilà, ça pouvait pas être mieux. J'ai- j'étais pas spécialement hypé par le match. Attention, j'étais pour l'idée d'avoir Dreamer avec une chance au titre Impact, mais j'étais pas spécialement hypé par le match. Mais tu vois que Dreamer peut toujours faire des très bons matchs. Voilà, c'est pour moi, il méritait d'avoir ce match. Ok, Ritual a carré le match, mais c'est logique, c'est Ritual. Ritual, il est fantastique. Mais émotionnellement, c'était très bon. T'as un spot où Dreamer, il se brise le doigt, où il continue malgré la douleur, où il veut son championnat d'impact, il veut finir ce match. Et clairement, émotionnellement, c'est un très bon match. Voilà. C'est un match qui te prend émotionnellement, qui t'investit. Et tu sens que Dreamer, il s'en fout de sacrifier son corps pour pouvoir faire signer le match, le finir. Et il s'en fout de sacrifier sa carrière pour être encore plus proche du titre mondial d'Impact. Et le respect entre les deux est juste fantastique, qui établit, pour moi, le match est la deuxième meilleure défense de titre de Rich Swann derrière sa défense contre Chris Bay. Du côté de Final Resolution, euh, ben, je compte pas évidemment le match où Rich Swann a gagné le titre d'Impact, avant For Glory, hein, évidemment qui est d'ailleurs un de mes meilleurs matchs de l'année 2020, au passage. Mais clairement, ce match entre Ritual et Tommy Dreamer, bon, c'est pas le meilleur match récent de Tommy Dreamer. Je pense que j'avais préféré contre Moose à Slammiversary Rally 4. C'était dans un audio, c'était très très cool. Mais là, ça reste vraiment super bon. J'ai failli mettre 4. Voilà, gros 3,75, meilleur match du show, très bon main event. Et après le match où il y a clairement des bons spots, voilà, où Ritual gagne avec son Phoenix Splash, où Dreamer est pas spécialement mort. Clairement, tu sens que Dreamer, il en a encore sous le pied. Et il se serre la main et les deux s'apprêtent à partir. Rich One célèbre et Moose attaque Rich One. Donc Tommy Dreamer veut le défendre logiquement. Il se prend un gros Uranagi par Moose. Moose fout un Uranagi à Rich One, attaque la jambe de Rich One avec une chaise. Moi, j'ai trouvé l'attaque très brutale, très cool pour construire un Moose contre Rich One qui sera sûrement et même, je pense certainement, voilà, ce sera sûr et c'est déjà bouclé pour moi. Ce sera à Rebellion, le Moose contre Rich One dans le quatrième plus gros événement de l'année d'Impact qui se déroulera en avril. Euh, voilà, Moose contre Rich One, c'est le programme que tu sentais venir, que tu clairement montré délibérément depuis des mois et des mois. Et je suis content qu'on passe vraiment à la vitesse supérieure enfin, parce que selon moi, on aurait dû passer à la vitesse supérieure bien plus tôt, mais avec toutes ces histoires d'AEW qui cachent les main events de Hardcore, tout ça, c'est compliqué de passer à la vitesse supérieure quand t'as
quand t'as un frein à côté de toi qui te dit de boucher des mecs de W, ça c'est très compliqué. Mais clairement, tu trouvais l'attaque très très bien pour finir le show, qui met un heal dominant fort à la fin de ce show. Et moi personnellement, ça m'a bien plu. En tout cas, voilà du coup pour ce Impact Wrestling No Surrender 2021. Alors personnellement de ce show que j'ai trouvé vraiment bon. Franchement, le show je l'ai trouvé vraiment bon. Un très bon show Impact Plus. Voilà, c'était pas non plus un gros pay-per-view, donc ça devait pas nécessairement avoir une qualité dantesque. Et pour un petit pay-per-view, j'ai trouvé ça super et je conseille vraiment le Ritual contre Tommy Dreamer, surtout à tous les sceptiques de voir que Tommy Dreamer puisse faire vraiment un bon match sur un bon match in ring, un bon match storytelling et un bon match émotionnel, voilà. Et ben regardez ce Ritual contre Tommy Dreamer. Je conseille également le Triple Threat Revolver match pour déterminer le challenger numéro 1 en petite exhibition qui était vraiment super cool. Et voilà, et si vous avez le temps, le match pour les petites tags, voilà, c'est pour moi les 3 meilleurs matchs du show dans l'ordre, donc mes meilleurs matchs du show selon moi, Ritual, Tommy Dreamer. Et donc après Impact Wrestling No Surrender, on va pouvoir désormais passer à Seedling Shin Kiba Night du 10 février 2021. Donc c'est le deuxième show de la Seedling qui est diffusé en 2021 après Opening Match dont j'avais fait la review. Je vous invite à aller voir la review d'Opening Match. Voilà, c'est le deuxième show diffusé donc pour 2021 pour la Seedling. C'est quand même une des plus grosses promotions de Jochi actuellement, surtout qu'ils ont comment dire, je dirais pas un partenariat, mais qu'ils ont des contacts en ce moment avec Stardom. Tu auras un Mayu Watanabe contre Yoshiko et un Momo Watanabe contre Nanae Takahashi au show du Nippon Budokan de Stardom. Voilà, t'as des catcheuses de Stardom qui sont d'ailleurs dans le show Seedling. Enfin voilà, les fédés sont quand même bien plus rapprochés qu'avant, hein, ça c'est clair. Avec l'incident Yoshiko, tout ça, voilà, genre, je passe les détails de cet incident. Et on va maintenant déjà de rentrer dans le vif du sujet avec l'opener. L'opener c'était Shikayu Nagashima contre Riko Kaiju. Euh, dans un match high speed, donc qui dit match high speed chez Seedling dit arbitré par Natsuki Tayo. Donc les interventions nombreuses de Natsuki Tayo ont été clairement dérangeantes en tant qu'arbitre, voilà. C'est comme d'habitude un match high speed, mais cette fois-ci il était trop long. En fait, en plus le pire c'est que cette fois-ci il était bien trop long pour ce que c'était. Ça a quand même duré 10 minutes avant de voir Chika Nakajima remporter le match. Et pour moi, voilà, mettre ce match en 10 minutes, pour moi, ça reste une mauvaise décision. Mettre 10 minutes de match high speed comme ça en opener, pour moi, ça reste quelque chose qui devrait pas être fait. C'était clairement pas ouf, voilà. Pendant tout le long, pendant les 10 minutes, c'était pas ouf. Moi, je mets 2,5, voilà. C'est un opener, ça a de la difficulté à lancer le show, mais ça va corps, ça pourrait clairement être pire. Et malheureusement, voilà, c'est là le problème de tous les matchs high speed, c'est Natsuki Tayo. C'est Natsuki Tayo comme arbitre qui fait plein d'interventions. Et du coup, après ce match, on va pouvoir passer au deuxième match du show, c'était Honoriana contre Makoto. Euh, Honoriana contre Makoto, clairement, c'était un bon match. Tu vois qu'Honoriana est clairement green, mais elle est pas mauvaise. Makoto a carry le match avec des jobs très impactants. Honoriana continue à gagner de l'expérience, de l'expérience, de l'expérience. Elle affronte des catcheuses qui sont quand même assez confirmées. Elle affronte Makoto. Je sais qu'elle a déjà affronté également des Mayayuki, des Rina Yamashita, ou encore des Arisa Nakajima, Sari même également. Donc voilà, Honoriana, c'est très bien selon moi qu'elle gagne de l'expérience, là encore en affrontant Makoto. Ce type de match est très bon pour elle. Voilà, avec un bon finish. Moi j'ai mis 2,75 parce que c'est assez vide hein, comme match. C'est prévisible d'avoir un match vide. C'est prévisible d'avoir un match vide. Moi j'ai trouvé ça cool. Fallait que je mette au-dessus de la moyenne quand même pour récompenser et j'aurais pu mettre 3. Voilà, je suis sur le 2,75 qui se rapproche vraiment fort du 3. Voilà, ça restait bien sans plus et pour moi c'était bah voilà comme ma note le montre mieux que l'opener voilà. Et Honoriana est clairement meilleure que Riko Keiju aussi, ça aide. Honoriana est une bonne rookie hein. Franchement pour une rookie, Honoriana se débrouille très bien et Makoto est une super bonne catcheuse, donc voilà, forcément ça fait un peu le taf. On va passer maintenant au pré-main event. Le pré-main event, déjà oui, le pré-main event, puisqu'il n'y avait que 4 matchs dans le show. Le pré-main event, c'était un 6-woman tag team match. Asuka, Kao Kobayashi et Ryo Mizunami contre Ayame Sasamura, Itsuki Aoki, Rina Yamashita. Et en 15 minutes, on a vu la victoire d'Asuka, de Kao Kobayashi et de Ryo Mizunami. Alors, ce match, je lui ai mis la note de 3,25. Et ce match restait un bon match. Voilà, ce pré-main event restait un bon match où j'étais pas spécialement trop dans l'action. Pour moi, la MVP du match, c'est clairement Ryo Mizunami avec des séquences assez intéressantes, des bons strikes, voilà, des bons échanges avec tout le monde, surtout Rina Yamashita. Les échanges Ryo Mizunami, Rina Yamashita, j'ai vraiment bien apprécié personnellement. Ces deux meufs qui ont des super strikes, probablement deux des meilleures strikers du Jochi, en tout cas en termes de coups d'avant-bras. On n'a pas trop vu d'Asuka sur le ring, j'étais assez déçu, voilà, j'aurais peut-être voulu voir plus d'Asuka sur le ring. Voilà, j'arrive quand même à 3,25 parce que clairement Mizunami et Yamashita font une super bonne performance.
Dans l'équipe, Sasamura, Aoki, Yamashita, tu sens clairement Kitsuki Aoki et en dessous des deux autres, hein, ça se voit clairement. Mais de toute façon, c'est Rina Yamashita qui fait le gros du travail, elle le fait super bien, donc moi ça me va. Et enfin voilà, pour ce premier event, qui est le deuxième meilleur match du show. Donc vous l'avez compris, mon match préféré du show, c'est le main event, hein, voilà. Mitsuki Aoki est clairement très green. Mitsuki Aoki est clairement très green. Et en tout cas, rien que pour les gros échanges, les gros coups d'avant-bras, Mizunami, Yamashita, je vous conseille vraiment le match. Et on va pouvoir passer maintenant au fameux main event de Shosho Seedling Shinkiba Night du 10 février 2021. C'était Arisa Nakajima et Nanae Takahashi, donc les actuelles championnes par équipe de la Seedling, qui ne défendaient pas les titres, mais qui avaient un match par équipe contre Momo Watanabe et Saya Aida. Donc Momo Watanabe, qui est membre de la faction Queen's Quest du côté de Stardom, et Saya Aida qui est membre de la faction Stars du côté de Stardom. Et donc, dans un match de 22 minutes, on a vu les championnes par équipe de Seedling, logiquement, gagner le match, Arisa Nakajima et Nanae Takahashi, avec évidemment Saya Aida qui a pris le pin, ce qui n'est absolument pas surprenant quand j'ai vu le match. Je me suis dit immédiatement que Saya Aida était là pour prendre le tombé, ça m'a absolument pas surpris de voir ce résultat-là. Et clairement, on a eu droit à un excellent match auquel j'ai mis 3,75, auquel j'ai quand même failli mettre le 4, mais c'était évidemment le meilleur match du show, où Sayaida fait une très bonne performance d'underdog. Franchement, elle a fait du très bon travail, Sayaida, aux côtés de Momo Watanabe, qui a eu des super bons kicks, des super bons coups de genoux durant le match, où à un moment, elle fait un double knee strike sur Nanae. J'ai trouvé fantastique. Le rythme a jamais baissé. C'était 22 minutes qu'elles ont fait vraiment à fond. On a des superbes séquences. Et Arisa Nakajima, elle est fantastique, bordel. Pour moi, c'est la MVP. Hein. Arisa Nakajima, elle est fantastique. Elle fait tout. Elle sait tout faire. En termes de teamwork, en termes d'échange, que ce soit avec Momo Watanabe ou Saya Aida, elle, tu sens clairement qu'elle considère Momo Watanabe, tandis que Sayaida, vraiment, elle est là pour lui foutre sa raclée, quoi. Et tu sens vraiment qu'elle considère Momo Watanabe contrairement à Sayaida, et moi, j'ai trouvé ça génial de la part d'Arisa Nakajima. Clairement, elle a fait un super bon travail durant tout le match, mais clairement, tout le monde a fait un super bon travail, de toute façon, voilà, tout le monde a fait un super bon travail, mais pour moi, la MVP, c'est clairement Arisa Nakajima pour ce main event, et c'est un match que je conseille bien, voilà, c'est un match que je conseille bien, auquel j'ai mis 3,75, où il y a finalement pas grand chose à dire, parce que tout le match est assez logique, enfin, victoire de Nakajima et Takahashi avec Sayaida qui prend le tombé. Et clairement, Sayaida, elle a vraiment fait de son mieux. Elle avait des échanges, tu sentais, elle mettait des ATM, vraiment, elle donnait toute sa force. Elle mettait des coups d'avant-bras. Vraiment, tu sentais qu'elle y allait, Sayaida, qu'elle y allait sans retenue. Et c'était très très cool à voir. Voilà. Personnellement, j'ai trouvé ça très très cool à voir, la performance de Sayaida. Même si, bon, là, je mets Arisa Nakajima un palier au-dessus de tout, quoi. Arisa Nakajima, franchement, une performance fantastique et qui me donne vraiment envie de voir Nakajima et Takahashi défendre les par équipe prochainement. Voilà, j'ai hâte de voir un match par équipe avec elle parce que là, ça va vraiment envoyer, ça va vraiment envoyer. Et donc du coup voilà pour ce show Seedling Shinkiba Night du 10 février 2021. Donc voilà, comme vous avez pu le comprendre, de ce show pour moi il y a qu'un match à voir, c'est le main event, le Nakajima et Nanae Takahashi contre Momo Watanabe et Saya Aida. Également si vous avez le temps, le Six Woman Pack de pré-main event était vraiment vraiment cool. Et donc voilà du coup pour ce show Seedling qui était cool, voilà, mais dont l'intérêt ne reposait que sur le main event. Évidemment c'était prévisible en voyant la carte. Et du coup, c'est fini pour cette vidéo sur Impact Wrestling No Surrender et Seedling. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là, à la prochaine.